va continuer à parler de la Covid-19. On va en parler d'une façon, cette fois-ci, différente. Voir un petit peu comment certains Réunionnais voient cette évolution. Qu'est-ce qu'ils en pensent? On en parle dans Causement Réunionnais. Alors, avec nous ce soir, Georges Etienne, bonsoir. Bonsoir. Et Arnaud Abillon, bonsoir. Bonsoir. Messieurs, je vous pose une question, c'est est-ce que vous êtes surpris par cette reprise de la contamination de la Covid-19? Enfin, pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise. Je pense que lorsqu'un virus circule, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Il circule tout à fait normalement. C'est une épidémie, mais après, si on veut parler de la dangerosité de ce virus, là, ça on aborde un autre sujet. Alors justement, Arnaud Abillon, on a dit que sa virulence, je parle de la Covid-19, a baissé. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, ce qui peut expliquer, c'est qu'on a soit une immunité collective qui est acquise par la population, soit également que le virus est perdu de sa virulence. Mais pour comprendre ça, il faut analyser le ratio de létalité du virus. Entre la courbe des cas détectés, plus on teste de gens, plus on va trouver de cas positifs, et il faudra comparer ça à la courbe des décès. Or, à La Réunion, nous avons 5 décès depuis 6 mois, mais depuis le mois de juin pratiquement, le mois de juillet, on n'a plus de décès. Alors, je vais polémiquer et ce que je vais dire n'a peut-être aucun crédit. On a parlé de chiffres qu'on a un peu masqués en les faisant passer pour des décès de la dengue. On a parlé de ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il faut croire? Que à La Réunion, il n'y a eu que ces cas-là et que le Réunionnais n'a pas succombé de manière aussi forte qu'ailleurs? Pour moi, la Covid-19, c'est une maladie, un peu comme un épisode grippal. Sauf qu'à La Réunion, depuis, on n'a pas de statistiques réelles sur tous les autres types de maladies, de comorbidités par rapport au virus. Si on analyse finement le nombre de décès et qu'on recherche véritablement quels sont les décès liés directement à la Covid-19, c'est impossible aujourd'hui. On n'a pas les statistiques. D'autant qu'on l'a dit depuis le début de la contamination, ce virus a tendance plutôt à accentuer les pathologies qui existent déjà. C'est en tout cas ce qu'on a découvert, notamment l'équipe du professeur Raoult à l'IHU de Marseille a démontré qu'il y a plusieurs phases dans cette maladie et que les premières phases sont les phases bénignes qui, si elles ne sont pas traitées, vont terminer par des phases qui vont aller jusqu'à la mort. Donc, et il le dit, il faut traiter très tôt, de façon précoce, pour éviter le portage du virus et pour éviter ça. D'accord. Alors ça, c'est surtout pour l'utilisation de l'hydroxychloroquine qu'on utilisait au tout début de la contamination pour avoir une chance de guérir. Et comme ça s'est fait à Marseille, beaucoup ont été soignés et ont été guéris. Mais tout à fait. Si on analyse les données statistiques de l'IHU de Marseille et qu'on compare à ce qui s'est passé ailleurs sur le territoire français, il n'y a pas de doute. Le taux de létalité est vraiment largement inférieur à Marseille. On pourra dire que la population de Marseille peut-être n'était pas moins covidée, n'avait pas n'était pas un gros cluster comme ils disent. Moi, je préfère le terme foyer de contamination, d'infection. Mais n'empêche que maintenant, sur le nombre de cas qu'a traité l'IHU de Marseille, on peut avoir une véritable analyse fine de ce qui s'est passé. Il faut regarder les chiffres de plus près. En France, il y a eu à peu près 30 000 décès, 10 décédés du Covid. Dans d'autres pays, un peu plus, certains pays un peu plus, d'autres beaucoup moins. En fait, que cachent ces chiffres? Ils ne sont pas tous morts du Covid.
Là-dedans, on a mis un peu de tout. Certains professeurs avisés disent que, tiens, les cas de cancer ont disparu. Là, on parlait de la dengue tout à l'heure sur la Réunion. On n'en parle plus de dengue. Donc, on a l'impression que, en fait, on a mis tous les taux de morbidité dans le réservoir Covid. Alors, comment interpréter ces chiffres je ne sais pas trop, si ce n'est que on trompe la population et on alimente la peur. Comme disait Arnaud tout à l'heure, quelle est la dangerosité de ce virus aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a quelques mois, on disait il fallait fermer les frontières, il fallait empêcher les gens de venir à l'aéroport ou d'en partir, ou tout du moins en ayant une surveillance très très poussée de la part des autorités sanitaires ici. Mais en fin de compte, aujourd'hui, on se rend compte que fermer l'aéroport, c'est peut-être pas une nécessité dans l'immédiat. Par contre, un bon suivi, ça serait plutôt meilleur, plutôt avisé. Alors que l'ARS n'a pas pris ses dispositions au départ. Aujourd'hui, tout le monde s'agite. L'ARS, la préfecture, les collectivités, les maires, on arrive sur Saint-Denis à interdire les manifestations sportives et les regroupements de plus de 10 personnes. Je crois que c'est sur tout le territoire de la Réunion aujourd'hui. Sur tout le territoire. Oui. On a, par exemple, sur l'Ouest, le TCO a interdit les regroupements de 10 personnes c'est le maximum. Voilà, on a pris des décisions assez drastiques. Mais je veux dire, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces mesures, c'est le niveau de la contamination. En sachant que même le port du masque, il ne va pas être efficace comme on le prétend. Il va plutôt nuire à la santé des gens parce que vous savez que quand on met un masque sur la figure en tissu, on respire 50 à 60% de gaz carbonique que vous rejetez à chaque fois. Donc ça, par contre, ça va affaiblir notre système immunitaire. À terme, les gens vont être, d'ailleurs, c'est un paradoxe, ils vont être encore plus sujets à attraper les virus, quels qu'ils soient. Donc, il faudrait qu'on explique un peu toutes ces mesures qui ne sont pas justifiées et qui n'ont pour but, à mon avis, que de faire peur à la population, ou de les mettre dans un état de crainte, de soumission par rapport à l'avenir. Alors, ça veut dire que le stress que génère la peur, l'angoisse, le stress que génère ce contexte actuel, c'est pour, affaiblir l'esprit humain. Je sais pas. Après, on peut extrapoler. D'ailleurs, il y a énormément de vidéos qui circulent maintenant, de gens, de professeurs, de docteurs émérités avec des titres virologues, immunologues, etc., qui abondent dans ce sens-là parce que on ne comprend pas ou alors on ne cherche plus à comprendre quelles sont les motivations des pouvoirs qui nous gouvernent. Il y a une chose quand même qui est vraie depuis le début de cette crise sanitaire, c'est qu'il n'y a pas un consensus sur les protocoles, il n'y a pas un consensus sur la Covid, il n'y a pas de consensus. Et le corps médical est parfois très divisé. On le voit encore actuellement avec cette reprise de la contamination. Les médecins ne sont pas d'accord. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie? Et est-ce que vraiment ces désaccords sur des postures, comme ça a été le désaccord autour de l'hydroxychloroquine, est-ce que ça montre que soit on ne maîtrise pas, soit que derrière il y a une vraie stratégie? Moi, au départ, je pensais qu'on ne maîtrisait pas les éléments, qu'il y avait des choses qu'on ne connaissait pas de ce virus et qu'il fallait adopté le principe de précaution. C'est normal pour tout État constitué, il faut protéger la population et si c'est un des moyens de protéger la population,
pourquoi pas. Mais par contre, quand on commence à connaître mieux le virus, quand on sait que la létalité est beaucoup plus faible, et ça, les scientifiques de renom le disent, comme le professeur Toussaint, comme le professeur Perron, comme le professeur Raoult, qui, même s'il a été contesté sur l'hydroxychloroquine, on peut en discuter aussi de cette contestation sur l'hydroxychloroquine et pourquoi certains ont continué à l'utiliser alors que d'autres ont estimé qu'il fallait éliminer ce protocole. Bon, voilà, pour moi, ce n'est plus la raison sanitaire qui justifie les mesures de restriction des libertés, de restriction imposées à la population. Si je regarde la létalité du virus, pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait de plus en plus de gens contaminés si la létalité reste à zéro. Parce que ça veut dire qu'on est passé dans une nouvelle phase du virus et qu'on aura des rebonds, mais qui ne seront pas des rebonds liés à l'attitude des gens par rapport au fait de porter un masque ou de ne pas porter un masque. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à une immunité collective, comme ça a été dit depuis mars, que s'il y a une contamination de la population, est-ce que la population sera protégée d'une certaine manière? Se pose la question parce que si la létalité n'est pas la même, est-ce que l'immunité collective aura une valeur? De toute façon, immunité collective, oui, mais ça n'empêchera pas, par exemple, l'année prochaine ou dans 2 ans, d'être en présence d'un nouveau virus. Donc, ça va être la même histoire, on l'imagine. Il faut savoir que nous sommes en présence d'idées contradictoires où le camp a basculé. Il y a quelque temps, on traitait ce genre de discours de complotistes, mais maintenant, je crois qu'il y a tellement de médecins, tellement de chercheurs, tellement de spécialistes qui abondent dans le sens de dire que c'est une grosse machination ou une escroquerie monumentale, qui fait que, en fait, on a quoi? On a une poignée de scientifiques dans le conseil scientifique, donc qui est relié par des conflits d'intérêts avec des grands laboratoires ou la Big Pharma, qui sont télécommandés par l'OMS et Bill Gates, qui sont en lien aussi avec quelques gouvernements qui ont intérêt à diffuser le fameux vaccin. Et puis, par rapport à cette architecture, nous avons une somme de médecins du milieu médical et de chercheurs virologues, etc., qui sont pas du tout d'accord avec cette attitude-là. Moi, je dirais que le complotisme a changé de camp. D'ailleurs, on n'entend plus parler de complotisme. Donc, tout ce que racontent ces gens-là, ces spécialistes, s'ils étaient des complotistes, ça aurait été facile de les démonter. Il y a quand même un fait, quand on regarde de nouveau la communication, que ce soit au niveau local ou au niveau national, on est resté sur les mêmes, j'allais dire, sur les mêmes rapports. C'est toujours des chiffres, c'est toujours, on donne toujours les chiffres des contaminés. On a repris les chiffres en métropole, 3 4 000 contaminés par jour. À La Réunion, on monte parfois, on tourne entre 0 et 100 par moment. Pour vous, c'est une stratégie pour faire quoi? Bon, si on reprend les chiffres, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si il y a de plus en plus de contaminés, c'est parce que déjà on teste de plus en plus de personnes, et ça c'est une bonne chose de savoir qu'il y a des gens contaminés. Mais de savoir qu'il y a des gens contaminés et qu'en parallèle il y a une létalité basse ou pratiquement nulle, c'est une bonne nouvelle. Au contraire, on devrait dire à la population, allez vous tester, si on a 10 000, c'est relatif, si on a 10 000 par rapport à 1 ou 2 personnes décédées, la relativité de la nocivité du virus sera démontrée. Mais là, on ne pointe du doigt que les cas contaminés, et à chaque fois on dit il y a 10, il y a 20, il y a 100, et on cumule au fur et à mesure les chiffres. Ben bien sûr, on va finir par avoir un chiffre phénoménal, mais c'est normal, puisque si la létalité reste très basse, c'est une bonne nouvelle. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vais vous poser cette question de cette manière-là. On voit la situation au niveau des écoles, on voit que les parents ne savent plus comment
s'y prendre, quelle posture à avoir, est-ce qu'il faut envoyer les enfants à l'école? Est-ce que, je veux dire, nous pouvons prendre le risque de leur dire que la létalité n'est plus la même, qu'ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, et que si l'enfant se fait contaminer et qu'il ne prend aucun risque, est-ce que des individus peuvent prendre ce risque-là, ou alors de se fier à ce que dit l'ARS et la préfecture ou le ministère? Écoutez, là aussi, il y a qui est complotiste ou pas, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit à la population. Quand des enfants à l'école se transmettent n'importe quelle maladie, la rougeole, une gastro, etc. Bon, c'est pas mortel. Ça part en flèche. La contamination, elle est pratiquement totale dans toute la classe. Oui. On n'isole pas les enfants, on ne leur met pas de masque, on leur dit pas de rester chez eux. Si, parce qu'il faut qu'ils soient soignés, mais on les soigne. Le maître mot, il est là en fait, c'est les soins. Parce que si on ne soigne pas, quelle qu'elle soit la maladie, si on ne la soigne pas, ben ça finira par provoquer des dégâts. Jonathan, la gastro, en allant chez le médecin ou en allant voir un tisaneur, on trouve des solutions. Là, qui va prendre le risque de mettre un enfant dans une situation où il peut être en danger, quelle que soit la létalité du virus actuel, qui va prendre le risque de dire allez quand même à l'école, même si vous êtes contaminé, ce n'est pas grave. Oui, mais où se trouve le danger? Moi, j'aimerais qu'on m'explique quel est le danger. Parce que il risque quoi? Jusqu'à maintenant, les Réunionnais, c'est vrai qu'on a fait des progrès au niveau de la médecine, de la santé, mais les Réunionnais se sont immunisés. Un enfant, quand il naît, il commence par à adopter cette capacité à lutter contre les virus, contre les maladies. Donc, oui, ça j'entends. Mais par rapport à ce que dit Jonathan, où est le danger? Mais justement, c'est là où il y a un souci. C'est que on ne sait pas s'il y a danger, et s'il y a danger, on ne sait pas où se trouve le danger. Mais pour moi, le danger n'existe pas. Tant qu'on ne l'a pas prouvé, tant qu'il n'est pas avéré que les gens atteints du Covid, qu'ils soient des jeunes ou des moins jeunes, et qu'on ne sache pas comment ils ont été traités, est-ce qu'ils ont été hospitalisés, quel pourcentage de guéris de ceux qui sont restés sur le carreau, apparemment il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'aimerais qu'on me prouve la dangerosité de ce virus. Vous êtes prêt à prendre ce risque-là? Moi-même, dans mon entourage, pourtant je connais du monde, je ne connais pas un seul cas d'une personne qui ait le virus. Parce que Et je pourrais lui faire la bise, il n'y a pas de souci là-dessus. Jonathan, j'entends et je comprends votre position et votre posture, mais je veux dire que en tant qu'homme public, en tant que des personnes qui sommes dans un média, est-ce que nous pouvons prendre le risque alors que nous ne maîtrisons pas la maladie, nous ne maîtrisons pas la contamination? Nous pouvons dire que ce que dit l'ARS ou la préfecture, c'est pas... Moi, je fais confiance aux chercheurs, comme le professeur Perron, le professeur Raoult et d'autres qui nous éclairent beaucoup mieux que ce que font les autorités. Moi, personnellement, je ne donnerai pas ce conseil aux parents de prendre... Mais les parents ont le droit à une information claire, précise et documentée sur la maladie. Et après, en fonction de ce qu'ils savent, ils prennent la décision d'envoyer ou non leur enfant à l'école. Mais qu'au moins, on leur donne les bonnes informations pour qu'ils puissent avoir l'esprit critique et adopter la meilleure attitude par rapport à la maladie. Alors, on l'a vu depuis le début de cette épidémie en France, c'est pas les bonnes informations qui ont été données en temps et en heure. Cette information a été évolutive. Le masque n'était pas bon. Après, finalement, il fallait porter le masque. Pour la contamination, il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. Et on voit que finalement, on a créé un flux d'informations où l'information, on ne savait pas du tout s'il fallait y croire ou pas. Mais en fait, au lieu de chercher à démontrer ce qui est évident, par quelques exemples qui peuvent être significatifs, on peut se faire une idée. Dernièrement, l'équipe de football du PSG, quand il a eu sa demi-finale, on a vu les joueurs en liesse s'embrasser, sauter, tout ça. Il n'y avait pas de masque. Quand il y a eu cette manifestation au Puy du Fou, ou au Puy du Roi, je ne sais plus très bien, en Vendée,
9000 personnes autorisées par le préfet. On peut s'interroger sur la réelle dangerosité du port du masque ou de la distanciation sociale. Oui, parce que... Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut donner comme argument. Depuis le mois de juin, il y a eu successivement on nous a dit il va y avoir une deuxième vague, il va y avoir une deuxième vague. Il y a eu plein de manifestations au mois de juin, pas de deuxième vague. Et à la fin des élections, il y a eu des manifestations partout, pas de deuxième vague. Au fur et à mesure qu'on avance, on nous dit deuxième vague, mais on ne la voit pas la deuxième vague. Donc, en fait, on a l'impression que c'est une manière sélective de nous dicter en fait nos libertés. On va s'arrêter là-dessus. Alors moi, ce que je vais dire à ceux qui nous regardent, c'est les décisions vous appartiennent, c'est de votre responsabilité. Ici, on essaye d'apporter un éclairage sur cette évolution-là, chacun avec une vision, avec sa vision, avec ses éléments. Donc, il en revient à vous de décider pour votre vie, pour celle de vos enfants, à vous de faire en sorte de bien vous protéger. Merci Jean Latienne, merci également Arnaud Lebillon. Merci François, merci Hélène de nous avoir accompagnés. Je vous dis à bientôt.